Morning Business, le grand entretien. L'homme qui valait 413 milliards d'euros est sur ce plateau. Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement. 413, c'est le montant de la loi de programmation militaire pour les 5 prochaines années à partir de 2024. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est rentré en économie de guerre, comme le dit le président ? Alors, on est rentré en économie de guerre depuis le discours du président de la République à Eurosatory qui avait lieu le 13 juin, qui a bien expliqué qu'il fallait faire des efforts supplémentaires. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a, dès la rentrée, réuni en présence de la DGA, de l'état-major des armées, l'ensemble des industriels pour voir effectivement quelles étaient les mesures nécessaires à cette économie de guerre. Il y a tout un aspect annoncé sur les munitions, parce que la guerre en Ukraine est très demandeuse sur les munitions. Il va falloir produire, accélérer les cadences. Est-ce que l'industrie va pouvoir suivre ? On s'organise pour cela. C'est vrai qu'il y a des tensions. On a des tensions sur les matières premières. Il y a des tensions en termes de localisation également des différentes filières. Je pense notamment à la poudre. Donc tout ceci nous oblige à transformer, à faire des stocks. Vous savez que c'est assez nouveau, hein, parce que faire des stocks, c'était un synonyme de mauvaise gestion il y a peu. Des stocks de matières premières, des stocks de composants semi-finis, y compris pour les munitions. Vous savez que les munitions modernes, c'est pas juste un obus avec de la poudre dedans. Donc il va falloir que l'industrie s'adapte et les réflexions, les groupes de travail avec les industriels sont en cours justement pour accélérer dans ce domaine. Comment fait-on, Emmanuel Kiva, pour aider les industriels à être à la hauteur des enjeux stratégiques et militaires ? Est-ce que c'est en leur donnant de la visibilité, comme vous le faites avec la loi de programmation militaire? Est-ce que c'est en les aidant à faire des achats groupés au niveau européen? Comment on fait pour passer à la vitesse supérieure? Parce que le compte n'y est pas. Même le secrétaire général de l'OTAN dit qu'il n'y a pas assez de munitions dans toute l'Europe pour aider l'armée ukrainienne. Effectivement, le fait de mutualiser un certain nombre d'actions, je pense que c'est nécessaire, c'est utile. Nous sommes en discussion avec nos partenaires européens, mais vous voyez qu'on a également signé un accord de partenariat avec l'Australie récemment dans le domaine des obus de 155 mm, qui sont les obus qui sont utilisés pour le canon César. Les Australiens, on est réconciliés avec eux ? On n'est pas fâché avec les Australiens. Sur les sous-marins. On n'est plus fâché avec les Australiens. Bon, si vous le dites. Non, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Richard Marles, était venu à plusieurs reprises en France récemment. Et nous avons une relation qui se concrétise d'ailleurs par ce type de partenariat où Nexter, en France, va construire les obus et la poudre sera apportée par l'Australie. C'est juste pour vous donner une petite illustration de ce dont on vient de parler et ce qui est possible de faire en termes de mutualisation. Vous disiez, on stockait pas avant, c'était synonyme de mauvaise gestion, mais en fait, il faut repenser tout l'outil industriel dans toutes ses dimensions. La paperasse, la manière dont produisent les usines pour produire plus, moins cher. Pendant ce temps-là, il y a aussi toute l'industrie aéronautique qui a besoin aussi des compétences. Est-ce qu'on va y arriver quand on voit à quel point c'est un chantier, il faut tout reconstruire? Alors d'abord, on n'a pas le choix, donc on va y arriver. Ce que je peux vous dire, c'est que les actions sont en train d'être prises et elles sont très concrètes. En termes de simplification, vous avez parlé, simplification des exigences, simplification de certaines certifications, tout en veillant à ce que l'industrie soit à la hauteur. En termes d'optimisation également de l'outil industriel. Et d'ailleurs, une mission a été confiée à l'un de mes prédécesseurs illustres, Laurent Collet-Billon, pour arriver à restructurer cette filière, puisque lui-même, étant industriel, notamment chez Eurenco, aux Forges de Tarbes, il a une bonne visibilité sur l'ensemble des goulets d'étranglement. Vous savez, la base industrielle et technologique de défense, on aime bien les acronymes, on appelle ça la BITD, c'est plus de 4000 entreprises. Parmi ces entreprises, la très grande majorité, ce sont des PME. Et quand on donne de la visibilité, comme vous venez de dire, par une loi de programmation militaire inédite, 413 milliards d'euros, ça n'a jamais été aussi élevé, eh bien il faut que cette visibilité ruisselle vers les sous-traitants également. Oui, mais on le voit avec Airbus, ils signent des contrats, mais ils n'arrivent pas à délivrer. Avoir une visibilité, c'est bien, mais après, il faut pouvoir produire. On a quand même un manque de bras, là, clairement. Alors, il y a effectivement une grosse réflexion sur les ressources humaines. Nous sommes en train de constituer une réserve industrielle qui nous permettrait justement de renforcer, le cas échéant, les capacités de production des entreprises que l'on juge critiques.
aéronautique. C'est quoi une réserve industrielle? Ce sont des jeunes retraités qui peuvent venir prêter main forte, d'abord pour former les jeunes, mais également pour, le cas échéant, reprendre du service au profit de l'industrie de défense. Vous allez résoudre le problème de l'emploi des seniors. Vous avez on fait tout au ministère des Armées. Le Sénat va voter aujourd'hui un CDI senior. Voilà. Vous pourrez offrir des CDI seniors dans l'industrie de défense. Vous savez, la DGA, c'est 80% de civils. Et donc, ces civils, si on peut les retenir, si on peut les inciter à rejoindre là aussi la réserve, c'est une bonne chose. Donc, on utilisera tous les moyens. Et puis, cette réserve industrielle, qui est une nouveauté, qui avait été annoncée par le ministre, qui est en cours de constitution. Bon, il y a quand même des problèmes concrets. À chaque fois qu'on vous reçoit, on en parle. Je sais que vous attendez la question, mais on en est où sur le programme d'avions de combat du futur, le système de combat aérien du futur, le SCAF? Est-ce qu'on a enfin trouvé un accord avec les Allemands, entre Dassault et Airbus? On en est où? Alors la réponse est oui. Je sais que vous aimez beaucoup cette question-là. C'est un scoop, parce que normalement, c'est pas complètement fait encore. Hein. Si, ça a été signé. Nous avons notifié le contrat aux industriels. La phase qu'on appelle la phase 1B, puisque vous êtes maintenant un grand spécialiste mondial de ce contrat. Oui. C'est 1B, c'est étude de faisabilité technique, et ensuite il y aura une phase de démonstration d'ici phase 2. Elle est engagée. Aujourd'hui, Airbus et Dassault ont signé. Donc on sait qui va faire quoi, quels éléments Absolument. Du système de combat. Il y a plus de différents. Il n'y a plus de différent, non. Il y a une vigilance, effectivement, pour que tout le monde soit à la hauteur du rendez-vous. Et comme je l'ai déjà exprimé, ce type de programme, de toute manière, bénéficiera à l'ensemble de la filière aéronautique et au futur de l'avion de chasse. Il y a un projet aussi sur une version char, un char du futur. MGCS, absolument. Est-ce que ça, c'est aussi en bonne voie? Alors c'est en bonne voie, on continue les discussions. J'ai vu mon homologue allemand Benedikt Zimmer il y a peu, pour que les équipes convergent. Effectivement, c'est un montage industriel. Sur le SCAF, c'était la France qui est en première ligne, qui est leader sur le projet. Sur le MGCS, donc ce programme de chars du futur, c'est l'Allemagne qui est leader, mais les choses avancent. Puisqu'on parle de chars, évidemment, on est obligé de parler forcément de la livraison de chars à nos amis ukrainiens, de chars français, de chars allemands, de chars américains peut-être. C'est quoi le point sur la situation aujourd'hui? Vous savez que la France a annoncé la livraison de chars légers AMX 10 RC. C'est quand premières livraisons? C'est en cours. En cours? C'est en cours. Dans les jours ou les semaines qui viennent? Dans les jours. Dans les jours qui viennent. Je vous donnerai pas les quantités qui sont confidentielles. Et puis effectivement, vous avez un certain nombre d'autres partenaires et alliés qui vont fournir des chars plus lourds. On voit que ça avance sur le SCAF, le char européen, comme si, pas une Europe de la défense, mais il y a en tout cas des ententes et des points de convergence, des dossiers qui se débloquent. Les achats communs, vous y croyez? J'y crois, d'autant plus qu'il y a des dispositifs européens qui ont été créés pour cela. Je pense notamment au dispositif qui s'appelle EDIRPA. Donc oui, bien évidemment, cet argent il peut être utilisé en commun pour des achats. Ça serait mieux que ce soit effectivement des achats de matériel européen. Un peu comme les vaccins, on pourrait réussir à s'entendre. Oui, absolument. Comme les vaccins, avec la même urgence d'ailleurs, puisque nous avons une crise, une guerre à nos portes. Un mot sur l'Europe spatiale, même si ce n'est pas tout à fait dans le champ de compétences. On va parler de Vega, du lanceur qui a eu des déboires. Et il y a le rapport aujourd'hui sur cet accident de lanceur. Apparemment, en cause, un des éléments de la tuyère fabriqué par un sous-traitant ukrainien. C'est bien ça, la raison de cette explosion en vol? Ce serait ça, a priori. Vous savez, ce sont des systèmes qui sont extrêmement complexes. Il se trouve que ça ne nous a pas beaucoup aidé, le fait d'avoir à la fois cette guerre en Ukraine qui nous prive des capacités d'accès à l'espace offertes par les Russes, donc notamment les Soyouz, d'avoir aujourd'hui la fin du programme Ariane 5 et le début bientôt du programme Ariane 6. Bientôt. Et en même temps... Bientôt d'Ariane 6, on ne sait pas. Bientôt, on ne sait même pas si c'est en 2023. Hein. On fait tout pour y arriver le plus vite possible. Vous voyez tout l'intérêt d'avoir une autonomie d'accès à l'espace. Et puis, cette défaillance de Vega C. La semaine dernière, au Conseil des ministres, Eva Portier, qui est ingénieure générale de l'armement, est devenue mon adjoint espace. Elle présidera un comité en tant que secrétaire général au niveau du ministère des Armées pour pouvoir s'intéresser à ces thématiques d'accès à l'espace et de maîtrise de cet accès qui est souverain pour nous. C'est un problème. Vous redoutez cette absence de lanceurs européens dans toute la chaîne, dans tous les petits, les moyens, les grands lanceurs, pendant plusieurs mois, ça peut nous handicaper? C'est un problème, on va pas le masquer, bien sûr. Donc aujourd'hui, on regarde toutes les solutions qui sont disponibles. Pour l'espace en orbite basse, il y a des solutions commerciales qui existent, mais lancer un satellite géostationnaire, ça n'est pas un sport de masse. Lancer un satellite géostationnaire militaire, ça nécessite également un certain nombre de précautions en termes de sécurité, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Avant de vous laisser partir, j'ai le spécialiste aéronautique chez nous qui m'envoie un
message pour me dire que sur la loi de programmation militaire, 413 milliards d'euros, oui, mais 30 milliards pour l'inflation amputée. Absolument, c'est ce que le ministre a annoncé. C'est énorme. Nous subissons, bien évidemment, mais nous subissons, comme tout le monde, ce qu'on appelle, nous, le coût des facteurs, l'inflation, l'énergie, le coût des matières premières, d'où la nécessité, et nous nous y employons, d'anticiper, et d'anticiper notamment des stocks et des approvisionnements. Il fallait prendre des cours auprès des industriels de l'agroalimentaire et de la distribution. Mais tout à fait. Pour négocier un surplus de 30 milliards. Alors, négocier, je ne sais pas, mais optimiser les outils de production, on est déjà en train de discuter avec des industriels au-delà du monde seul de la défense. Parce que certains disent que 413, c'est pas assez et que pour vraiment être dans la course, on aurait dû programmer 430 milliards. Les 413 milliards, ils ne sont pas tombés du ciel finalement, ils sont venus à partir de l'ambition qui a été décidée par le président de la République. On n'est pas parti d'un chiffre en se disant tiens, il nous faudrait ça. On est parti d'une ambition en disant quel modèle d'armée, quel type d'opération et partant quel format, quel matériel et quel chiffre final. Donc 413, c'est quand même extrêmement considérable. Merci Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement.